Bonjour Isabelle, merci d'être là ce matin. Donc, on fait un petit échange pour discuter des liens qu'il peut y avoir entre l'aïkido et le management, notamment en termes de stratégie au quotidien, et puis peut-être comment ça peut aider les gens dans l'entreprise, dans leur manière de travailler. Euh, pour démarrer, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Je suis Isabelle Barthes, professeure des universités, donc enseignante-chercheuse. Euh, bon, j'ai aussi été manager et j'ai pas mal managé. Et c'est vrai que mes recherches portent sur le management, le leadership. Et ces liens avec le sport m'ont toujours intéressée. Enfin, j'ai commis quelques articles avec un collègue d'ailleurs très spécialisé là-dedans. Donc, d'où l'intérêt de cet échange. Super, merci. Je suis super contente qu'on puisse échanger à ce propos parce que on avait un petit peu travaillé ensemble à l'époque où tu dirigeais une école de management à Strasbourg et que j'étais au service com. Et depuis que je fais de l'aïkido, je pensais à cette question-là des liens entre les deux champs d'expertise. Oui, oui, mais moi aussi, c'est toujours un plaisir d'échanger sur des sujets un peu adjacents, puis on va le voir, qui ramènent au centre et qui éclairent hein, souvent les thématiques managériales en l'occurrence, quoi. Bah, du coup, tu parles de ramener au centre. Quand on a fait notre premier échange un peu pour voir s'il y avait effectivement opportunité à creuser le sujet, on a parlé de centrage. Effectivement, nous, dans l'aïkido, on travaille cette question du centrage. Centrage, d'être soi-même centré dans son propre corps, mais aussi d'être capable de se centrer par rapport à l'autre. Et je me demandais, dans le management, la question de connaître son propre centre, comment toi tu l'exploites, comment tu le comprends? Alors, bon, déjà, on va avoir des comparaisons qui ne sont pas toujours raison, hein. On va dire, il y a quand même des limites à comparer le sport la vie au travail, ne serait-ce que parce que le sport, même quand on travaille dans le sport, je pense à des moniteurs d'aïkido, par exemple, ou des maîtres de dojo, c'est quand même en général ce qu'on va appeler des métiers passion. Il y en a d'autres, hein. Et c'est vrai que ça limite quand même, on en parlera, mais hein, ça limite un peu les comparaisons. Donc on va s'exercer au jeu des comparaisons, si tu Mm. veux bien, des inspirations. Mais on va peut-être aussi se dire, enfin, il faut garder en toile de fond qu'il y a des limites à ça, hein. Mm. Alors, le centrage et l'alignement, évident qu'il y a quelque chose à reprendre. Alors, je dirais au niveau des personnes et au niveau des organisations. Au niveau des personnes, c'est évidemment très, très important d'être dans l'estime de soi, je le ramènerai à ça, dans une forme d'amour de soi, dans une forme d'assertivité, les deux pieds bien calés sur terre, pour ensuite inspirer confiance aux autres, être un leader, par exemple, ou être un très bon manager, pour avoir confiance soi-même dans les autres, dans l'avenir. Si on n'a pas en effet ce centrage, cette estime de soi, quelque part aussi cette fierté du travail qu'on exerce, eh bien on risque de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est un cercle beaucoup plus délétère. Je perds confiance, les gens n'ont pas confiance en moi, et là on va vers des choses qui ne sont pas du tout positives en termes de management. Et puis l'alignement, c'est un petit peu différent, et ça c'est très important aussi d'un point de vue organisationnel et personnel, c'est aligner ce que je dis et ce que je fais, tout bêtement. Alors on parle beaucoup en termes d'entreprise, mission, vision, valeur. Quelle est notre mission commune? Et moi, alors, au niveau de l'individu, quelle est ma mission? Quel est mon travail? Comment je me vois, comment je vois cette organisation dans 5, 6 ans, compte tenu des changements, etc., mais pour avoir un cap. Et puis mes valeurs. Et là, il faut que ça soit aligné. Je ne peux pas dire que j'exerce un métier, que j'ai une mission, que j'ai des valeurs. Alors, je ne sais pas, ma mission, c'est d'offrir des solutions aux clients en matière de je ne sais pas quoi. Mes valeurs sont l'éthique, l'audace, l'accompagnement, le respect, etc. Et puis, dans 5 ans, je me vois comme une entreprise référente sur des sujets environnementaux. Et puis, être complètement tous les jours au quotidien dans le harcèlement, dans le non-recyclage de déchets, etc. Et là, les collaborateurs qui vont vous rejoindre, enfin rejoindre une entreprise, qui entendent ces messages très forts, qui les voient souvent écrits, bah, ils se disent, c'est pas moi, j'ai rejoint la boîte pour ça, et c'est pas moi. Mm. Donc, centrage et alignement en management, c'est le B à bas, je dirais. Et le problème, je vais terminer là-dessus, c'est que beaucoup d'entreprises font l'économie de ça. Mm. C'est-à-dire, on va sur leur site internet, quelle est la mission, les valeurs, voilà. Ou alors des trucs qui n'ont pas été revus depuis 15 ans, ou des choses très cosmétiques, hein, blue washing, greenwashing, tout ce qu'on veut.
C'est-à-dire, oui, c'est bien, on en parle, on l'affiche, mais on ne l'applique pas. Et je pense que ce que peut apporter quelque chose comme l'aïkido, bah, c'est de se dire, j'ai besoin d'être vrai, j'ai besoin Mm. d'être en phase avec moi-même, ce qui implique, ça c'est très important, de se connaître. Donc ces questions que l'entreprise doit se poser en termes organisationnels, il faut se les poser au niveau individuel. Mm. J'ai envie de travailler pour telle boîte, euh, est-ce que je partage ses valeurs? Est-ce que je crois en ce qu'il me dit? Et là, quelquefois pour des mauvaises raisons, enfin, des raisons, on va dire, qui sont légitimes, mais pas forcément les premières, c'est-à-dire un bon salaire, des primes, la réputation, on va accepter un job et puis on va pas être soi, et au bout de quelques mois, quelques années, ben, ce décalage, ce décentrage va se produire et c'est une des explications malheureusement du désengagement, voire de problématiques de psychosociales, enfin de risques psychosociaux plus lourds. Dans l'aïkido, effectivement, on a cette notion-là de répétition. Toi, tu avais parlé de répétition, de métier très répétitif, Mm, mm. comment on reste motivé. Et c'est vrai que dans l'aïkido, on peut avoir un aspect très répétitif. Il y a un nombre limité de techniques. On va pas faire 1000 choses différentes. On va les refaire et les refaire et les refaire dans l'amélioration, dans le perfectionnement, etc. Parce que chaque individu qui est dans son métier peut rentrer un peu dans cette logique-là de perfectionnement, quelle que soit la tâche exécutée, un peu sur quelque chose d'assez zen, de se dire, ben, je suis en train de passer le balai et je suis en conscience au moment où je le fais et du coup j'y trouve énormément de satisfaction. Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu, quand je le dis, j'entends que ça peut être un peu, ça peut sonner prétentieux, quoi, de dire oui, bon, bah toi, t'es mignonne, tu passes le balai dans ton dojo, tu le fais en conscience et t'es contente de le faire, mais quelqu'un qui fait ça 35 heures par semaine, c'est déjà nettement moins marrant. Donc, je sais pas à quel point ça peut aider, ou est-ce que c'est finalement des concepts qui s'adaptent mal à la réalité des personnes dans le travail, en fait. Alors, la première chose, je commence par la fin de ce que tu as dit, je balaye le dojo. C'est pas la même chose si on est soi-même le propriétaire, le dirigeant du dojo, et si on est simplement un employé, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ownership, c'est-à-dire, bah, c'est tout simple, hein, je suis propriétaire de mon appartement, je m'en occupe en général beaucoup mieux que si je suis locataire, hein. Mm. Et c'est vrai qu'on demande souvent à des salariés qui sont que salariés, c'est-à-dire ils ont un contrat de travail qui dit en gros, je reviens aux bases, bah, tu as un salaire contre ta force de travail, ton temps disponible, etc. Voilà, c'est pas forcément la motivation la plus forte. Et il y a un moment peut-être aussi qu'il va falloir trouver d'autres méthodes, d'autres moyens pour motiver les personnes. Par exemple, on le sait, hein, dans les associations, alors un outil très puissant, c'est la gratuité. Le bénévolat, c'est des gens qui sont engagés, Mm. c'est-à-dire qu'ils ont d'autres ressorts. On sait que l'argent, on parle de la violence de l'argent, ça c'était des théoriciens économistes, Aglietta par exemple, qui en a parlé. L'argent, il rompt le lien, il rompt justement ce lien de don, de dette. Et là, c'est vraiment une première chose qui me paraît très, très importante. Il y a un moment, le travail, c'est un contrat de travail avec un salaire. Et voilà. Alors, la deuxième chose, cette question de motivation, d'engagement, tu as parlé même de faire du travail parfait. Eh bien, il va falloir trouver, quand on est un manager, d'autres ressorts, et en effet, qui peuvent se poser sur des métiers alors qu'on va qualifier de répétitifs, d'ingrats. Et là, je trouve qu'on peut retrouver des choses intéressantes dans le sport plus généralement, sûrement l'aïkido, c'est quand même la question de l'entraînement. Et c'est vrai qu'on trouve des réponses dans le milieu sportif pour sortir un peu de ce côté rébarbatif, hein, de l'entraînement. C'est la notion de plaisir. Et c'est vrai que la notion de plaisir, ça a été beaucoup, beaucoup mis en avant là récemment par les sportifs et les préparateurs mentaux. C'est comment trouver un moment quand même, au-delà d'une motivation, voilà, un peu de plaisir. Et le faire en musique, et peut-être avec un rythme différent, avoir des pauses. Évidemment, ne pas faire tout le temps la même tâche, parce qu'autrement, c'est Charlot et les temps modernes. Et puis, quelque chose d'essentiel, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que si on a un manager qui reconnaît votre travail, qui vous Mm. dit formidable, c'est bien, qui vous montre que cette petite tâche, ben, c'est un maillon dans une chaîne beaucoup plus importante, qu'elle a du sens, on Mm. peut y revenir, parce que balayer le dojo, j'en reviens à cet exemple, c'est pas balayer le dojo pour qu'il soit propre. Donc, introduire du plaisir, donner du sens et de la reconnaissance, eh ben, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs choses
qui m'interpelle. Voilà, on passe pas le balai pour que le dojo soit propre. Alors si, c'est pour qu'il soit propre, mais on a comme ça une espèce de culture de la discipline qui va consister à nettoyer les lieux avant ou après la pratique, et puis tout le monde participe en fait. Voilà, l'enseignant, les élèves, tout le monde fait un petit peu. Et c'est même dans des salles où il y a un employé communal qui peut-être vient faire le ménage. Donc l'idée n'est pas forcément d'atteindre un certain degré de propreté, mais plutôt d'avoir une espèce de temps où on est centré sur une tâche, centré sur soi, en train de faire quelque chose, et ensuite quelque chose qui s'intègre, et c'est ça qui m'a interpellée, dans une communauté en fait. C'est-à-dire que ce que tu fais en enlevant la poussière, en nettoyant le tapis, c'est pas juste pour qu'il soit propre sur le plan hygiénique, c'est aussi parce que tu contribues en fait à quelque chose. Et je trouve que là, ça rejoint la question de la mission de l'entreprise. Et est-ce qu'au moment où j'ai effectivement choisi d'aller poser ma candidature pour rejoindre cette entreprise, est-ce que les valeurs, ou la mission de l'entreprise me parlaient? Et l'autre chose, c'était qu'est-ce qui se passe si moi je suis là pour des raisons essentiellement pécuniaires, mais que le travail m'enthousiasme pas plus que ça? Est-ce que on peut questionner le fait d'être un peu transparent avec un employeur? Et est-ce que c'est OK pour certains employeurs d'entendre bah voilà, moi je suis là parce que j'ai besoin d'un salaire, je sais que je vais faire ça pendant à peu près un an, je compte pas passer ma vie chez vous, ou alors même j'ai l'intention de rester, mais ma motivation est essentiellement autour de pouvoir remplir le frigo et puis payer mon loyer. Enfin, on n'est pas vraiment centre à centre. Je me dis, si on essaye de faire croire qu'on est fasciné par la mission, alors qu'en fait, on veut juste un salaire et pouvoir faire son boulot dans une ambiance agréable, quoi. Alors, je crois d'abord, je dirais une chose, c'est aussi de la notion de culture, hein. Le travail, c'est dans un contexte culturel. Et le rapport au travail, la façon dont je travaille, est très enchâssé dans la façon dont j'ai été élevée, éduquée. Les arts martiaux, tels qu'on est l'aïkido, judo, etc., ils viennent du Japon. Enfin, ils viennent d'Asie et la plupart du Japon. C'est vrai que quand on connaît un peu la culture japonaise, dès l'enfance, le rapport à l'autre, le respect, laisser sa place dans le bus à une personne plus âgée, être vraiment... enfin, moi, je reviens du Japon, hein, il se trouve que j'ai repassé 15 jours là. C'est incroyable de voir l'engagement des personnes, vous voyez, qui sont au desk d'un grand magasin, qui toute la journée, leur boulot consiste alors même pas renseigner les gens, parce que je voyais personne, mais à s'incliner devant les clients. Voilà, et c'est vrai qu'il y a déjà ça. Et nous sommes, nous, si je reviens alors, cet import de l'investissement dans le travail, qu'a montré d'ailleurs le dernier film de Wim Wenders sur la personne qui nettoie les toilettes, hein, pendant. euh, il est difficilement duplicable. Enfin, en tout cas, il faut modifier le contexte, hein, la façon dont on le vit, dans un pays comme le nôtre, où la notion de statut est très importante. Être au service d'eux, nous, c'est Diriban qui l'a montré, c'est être servile. Et c'est vrai que ça, c'est quand même drôlement dans nos têtes. Alors ça, c'est vraiment une des limites importantes, c'est cette notion culturelle. La deuxième chose, tu parlais du rapport, de ce rapport authentique au directeur. Il y a plein de managers, en effet, ils ont la culture du résultat. Et tant pis si le motif, il est motivation, envie, ou s'il est simplement, je te paye et tu auras une prime parce que c'est plus propre, tu auras une prime parce que tu es plus performant. Si c'est le levier qui fonctionne, il y a encore plein de boîtes comme ça, et ça fonctionne. La question, c'est l'adéquation entre moi, mon moteur, mes valeurs, etc., et la boîte. Je crois que c'est cette adéquation, et ça, au moment du recrutement, il faut bien le sentir. Est-ce que je suis en phase, et est-ce que la promesse qu'on me fait, et moi, la promesse que je fais en tant qu'individu demandeur en recrutement, elles vont correspondre. Ce qui pose problème, c'est pas la nature même, mais c'est leur modalité d'ajustement. Mm. Et donc, pour moi, aucun problème de dire, bah, écoutez, voilà, moi je viens parce que chez vous les salaires sont importants, je suis très intéressée par les primes. Et en effet, la culture, alors que moi je plaide beaucoup du offboarding, c'est-à-dire, OK, on va faire un bout de chemin ensemble, mais on n'est pas mariés pour 15 ans, 20 ans, et ça me va très bien que dans 6 mois, un an, vous repartiez. Alors, le bout de chemin qu'on fait ensemble, vaut mieux qu'il soit positif et puis qu'on s'apporte mutuellement quelque chose. Mais en effet, cette culture du off-boarding, moi, je pense qu'il faut vraiment la travailler. Alors qu'en France, là aussi, quand quelqu'un commence à annoncer son départ, alors d'abord, il dit qu'il est là pour 20 ans.
parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Ensuite, quand il commence à dire qu'il voudra partir, ben c'est en général très mal vécu, affectivement, et les entretiens de départ sont ou pas faits ou très mal faits, alors que je pense que c'est une voie hyper intéressante pour s'attacher les gens ou même les voir revenir, ce qu'on appelle les employés boomerang, qui vont aller voir ailleurs, en pensant que l'herbe est plus verte, et ils ont peut-être plus raison ou pour des motifs personnels ailleurs, mais qui vont revenir dans l'entreprise parce qu'on a su les accompagner justement sur ces départs. Si on considère l'enseignant d'aïkido comme un manager, il y a vraiment aussi cette question des gens qui s'en vont et qui reviennent. Et si tu fais en sorte que les gens ils se sentent libres de partir, et ben, se sentent libres aussi de revenir, en fait. Alors que À quand... la liberté est le contexte le plus attachant qu'il existe. La Oui. phrase magique en management qui est valable, tu es libre de. Mm. Tu es libre de, ça attache. Ça, c'est des grands auteurs qui l'ont montré. Je pense à Kissler, l'attachement au lien. Tu es libre de. Je parlais du bénévolat, c'est le contexte le plus attachant. Et cette petite phrase, elle est magique en management. Je suis allée revoir ta vidéo sur la rigidité et Ah oui. l'agilité. Mm. Cette liberté de venir et d'aller et de venir, finalement, ça me fait penser un peu à une sorte d'agilité. Mais toi, dans cette vidéo, tu expliquais qu'on pouvait aussi réfléchir à une sorte de bénéfice de la rigidité. Alors, dans l'aïkido, nous, on n'emploierait pas ce mot-là, mais par contre, ce que tu mets derrière, ça me parle vachement. Est-ce que tu voulais peut-être rappeler de quoi il s'agissait? Oui, alors en fait, je prends le contre-pied de l'agilité, qui est un des grands mantras actuels en management, et puis j'imagine que dans l'aïkido, vous y travaillez beaucoup, être agile, changer de projet, pivoter, savoir transcender les silos de l'entreprise. Enfin bon, c'est des mots qu'on retrouve beaucoup actuellement. Il faut être une entreprise agile, un salarié agile. Et je disais, mais c'est bien l'agilité, mais en effet, ça peut aboutir à beaucoup de choses. On peut être désarticulé à force d'être agile, on peut se perdre en étant partout, etc. Et je pense qu'en effet, l'agilité ne peut pas exister sans des cadres. La rigidité, alors le mot est un petit peu comme ça provoquant, mais c'est des cadres, c'est des rites, c'est des rituels, c'est de la routine, c'est des choses auxquelles on peut s'attacher pour peut-être être mieux agile. Après, c'est des dosages, comme pour tout en management. Et en effet, je pense que dans l'aïkido, comme dans les sports martiaux, que je ne connais pas très bien, mais un petit peu, les notions de rites, de rituels, qui sont très très forts, je revoyais aux Jeux Olympiques, même dans des situations difficiles, on n'oublie pas de saluer le Mm. tatami, puis l'adversaire. Et c'est vrai que ça permet d'être peut-être plus agile, d'avoir ce genre de cadre, oui, de rituels qui sont peut-être vécus par certains. Alors en entreprise classique, ça va être le process. Ah oui, mais la règle repose. On peut se référer à la règle. La règle, elle fait gagner du temps. Mm. Le process, bien sûr qu'il faut le revoir s'il est le même depuis 20 ans. Mais ce que j'explique aussi, je crois, dans cette vidéo de Xerfi-Canal, c'est que ça peut être aussi une garantie d'authenticité. Ça fait 50 ans qu'on fait le pain de cette façon-là, dans cette boulangerie. Et en effet, c'est le meilleur pain qui existe dans un vieux four avec les mêmes gestes. Ça pourrait paraître de la rigidité, il ne sait pas se mettre au bout du jour. Mais non, au contraire, c'est une garantie de qualité, d'authenticité. Mm. Voilà. C'est un peu un contre-pied, mais qui ne me paraît pas anodin. Et je pense que le management n'existe pas sans toujours du hard et du soft. Mm. Il faut du hard, il faut des compétences techniques, il faut des process, il faut du matériel au sens dur, il faut des locaux, et puis à côté, il faut du soft. Et c'est pas du mou, le soft, c'est du doux. Il faut des relations humaines, il faut en effet des formes d'agilité, il faut être capable de changement de pied, etc. Et ça, c'est peut-être là, on est un peu plus en retard. Mais c'est cette capacité de construction et de dialogue entre les deux qui font un bon management. Je pense que l'aïkido ne peut pas exister sans, on va dire, un cadre. On parlait du dojo, on peut le pratiquer en plein air, tu me diras. Certaines des tenues spécifiques, du matériel, avec des techniques qui sont récurrentes, avec Oui. des codes. Voilà. Et alors, c'est rigolo parce que ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à
comment le cadre peut aussi aider ensuite à sortir du cadre quand il le faut. Parce que tout ce que tu décris, ben, le fait d'être sur un tatami, le fait d'être dans un dojo, le fait d'avoir une tenue, le fait d'avoir par exemple des armes en bois avec lesquelles on pratique, etc. Donc tout ça, c'est un peu des espèces de points de repère de qu'est-ce que c'est que la pratique de l'aïkido et on en a besoin pour, ne serait-ce que pour que ce qu'on fasse, ce soit de l'aïkido et pas autre chose. Mais à partir du moment où ce cadre-là, il est en place, on peut aussi s'autoriser des sorties de cadre. Par exemple, en été, on fait de l'aïkido dans l'herbe, dans les D'accord. parcs. Si Mhm. toute l'année, on pratiquait que dans l'herbe, dans les parcs, probablement qu'on s'éloignerait un peu de l'aïkido au bout d'un moment parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait plus faire, ça change ouais, certains éléments. Mais par contre, ponctuellement de le faire, ça nourrit la pratique en amenant aussi une autre manière de faire. Et Ah ah oui, oui, mais plus le cadre est intégré, plus l'esprit est là, enfin plus la lettre est là, plus on peut, et on le voit très bien dans tous les métiers, plus on est, comment dire, plus on a intégré le cadre, plus on peut s'en libérer. mm, Souvent, oui, tu vois, par exemple, moi je suis prof, hein, j'enseigne, ben, j'enseigne mieux ce que je connais, que j'ai mâchonné, ruminé, travaillé pendant des années, et là je peux me permettre de dire des choses différentes, quand je débutais ou sur des sujets, bah, là, on est complètement collé au cadre, hein. Et en effet, l'intégration des règles, des configurations, de tout, on le voit bien sur plein de métiers où il y a des normes, des lois, on peut s'en libérer d'autant plus facilement. Ça, mm. on le retrouve partout. Mm. Et il y a un autre point où ça me parle, c'est euh, plus sur de la stratégie martiale en fait. Quand on prend ce rôle de celui qui attaque, on a tout intérêt à être extrêmement déterminé. Au moment où on attaque, c'est comme si on abattait un marteau sur une enclume, quoi. On frappe et on est ancré au moment où on fait la frappe. Par contre, immédiatement après, quand l'autre réagit, il faut être capable d'être extrêmement souple parce que la réaction de l'autre à cette attaque qui était très déterminée et très ancrée fait que si on n'est pas souple, on risque de se faire mal. Donc en fait, il faut pouvoir changer d'état très très vite. Et ça fait partie des choses difficiles ou en tout cas qui prennent du temps à Mm. apprendre dans l'aïkido, c'est de savoir quand est-ce que je peux être fort, quand est-ce que je dois être souple. Et, euh, Mm. Mm. et Je ouais. pense qu'on pourrait garder un peu cette image dans plein de relations humaines. Alors, si je reste au travail, la négociation, le client qui va t'agresser, Mm, le client qui va exiger, et comment on peut garder des formes de souplesse pour utiliser cette énergie qui peut être négative pour mieux en faire quelque chose. Un client, et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup d'entreprises. Alors, les problématiques de négociation commerciale et puis les problématiques de ce qu'on appelle les personnels au contact, qui se retrouvent très souvent une agence Pôle emploi, un caissier dans un magasin, etc., des médecins à l'hôpital, des infirmiers à l'hôpital, ouais, qui se retrouvent face à de l'agressivité, des gens qui dégagent une énergie négative en insultant, voire en agressant. Hein, j'ai mm, eu pas mal de cas. Et en effet, ça peut aider. C'est comment je reçois cette énergie négative, j'en fais quelque chose déjà qui ne me blesse pas mm, et qui ne m'atteint pas, parce qu'autrement, je vais passer mes nuits à ruminer là-dessus, et quelquefois, c'est le cas. Et puis, le transformer pour que la personne enfin, se dépouille de cette méchanceté. Ça va être du verbal, souvent de l'attitude, prendre du recul, du verbal, un sourire, euh, faire reformuler la personne, l'aider à décharger cette énergie négative en s'exprimant et sans rebondir et pouvoir ensuite reprendre ça, éventuellement en négociation en tout cas, reprendre le pouvoir et le lead. mm. Donc il doit y avoir des choses en effet qui peuvent aider si on pratique quelque chose comme l'aïkido pour Mm. être mieux armé dans des situations de conflit d'agressivité. Ouais, j'ai réfléchi après notre dernière discussion et un peu les stratégies que je vois vraiment si on pense à de l'aïkido pur sans essayer de transposer tout de suite. Il y a le fait de laisser passer l'attaque de l'autre et du coup le laisser limite se déstabiliser lui-même et C'est ça. profiter de la déstabilisation qu'il a lui-même créée. Mm. Il y a le fait de rediriger en quelque sorte l'énergie et Mm. la notion d'épuiser l'énergie de l'autre. On va Mm. dans le sens de
de son attaque et on laisse l'attaque s'épuiser avant de pouvoir la ramener dans une autre direction. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié, mais c'est un peu trois aspects que je vois. Mais je me disais, c'est vachement théorique. Ça m'a amené à penser que parfois, se repositionner corporellement même pourrait être en fait une piste pour pas subir l'énergie de l'autre dans une situation d'agression verbale. Pour, bah, comme en aïkido, en fait, on a un déplacement qu'on appelle ushiro, qui est en fait un pas arrière, mais dont l'intention se porte vers l'avant. Euh, Est-ce que dans certaines situations, on ne peut pas proposer aux personnes, un contrôleur de train qui se fait agresser par quelqu'un verbalement, ou peut-être une personne à la caisse d'un supermarché, de se repositionner physiquement? Pourquoi rester assis finalement? Est-ce qu'à un moment donné, elle ne peut pas se lever et puis tourner son corps pour être positionnée autrement par rapport à la personne, pour ne pas subir en fait? Alors, quand on parle d'incivilité qui peuvent aller beaucoup plus loin hein, vis-à-vis d'un client, quand on est personnel au contact, en effet, enfin, je pense que dans ce que tu dis, il y a plein de choses. C'est déjà, si je suis bien dans ma peau, si je suis bien, l'attitude peut-être fera que ce fameux client agressif osera moins. Déjà, parce qu'on détecte plein de signaux hein, chez l'autre. Ça peut être un manager vis-à-vis de ses collaborateurs ou un collègue, quoi. Donc, on revient à ce centrage, on revient à cette énergie qu'on dégage, cette assertivité, ça c'est la première chose qui peut déjà faire qu'on va être moins sujet à de l'agression. Et en effet, je pense que l'idée oui, d'une force intérieure qui va faire que je vais le laisser, comme tu disais, s'épuiser, parler, voire m'insulter sans réagir. On l'a vu hein, avec enfin, une demi-finale, la Teddy Riner avec Mm, son adversaire, et bien sûr, il ne réagit pas. Alors que dans d'autres circonstances, je pense à Zinedine Zidane et les insultes du gardien de but italien ou du joueur italien en finale d'une Coupe du Monde de football. Voilà, c'est vrai que ça va être fondamental. Et travailler, alors l'aïkido ou un autre sport ou même autre chose, hein, peut-être, je sais pas, du yoga, ben, ça permet en effet d'éviter déjà peut-être en première instance une agression mm, et en deuxième instance, de mieux la gérer. Alors, j'irais de mieux la gérer pour qu'elle n'aille pas plus loin. Et puis, pour sa paix intérieure. Parce que je peux calmer quelqu'un, mais si c'est pour être entamé, comme je disais tout à l'heure, et y penser toutes les nuits, ça, c'est une vraie problématique. Hein. mm, Je pense que, et c'est ce qu'apporte aussi le sport, c'est que l'esprit et le corps bah, ne font qu'un. mm, On commence, quelqu'un agresse, on reste impassible, voire on sourit, on répond très calmement. Bah, déjà, c'est aussi une technique de déstabilisation mm, de celui. Alors que si on rentre tout de suite dans son jeu, en continuant, en renvoyant la balle, c'est toi qui dis c'est quoi ta criée, bah, on peut recevoir son poing dans la figure mm. plus facilement. Ouais, ça, c'est tout le jeu de l'interaction, c'est tout le jeu de la négociation. Et en effet, je pense que avoir des techniques, même qui ne sont pas au service de ça, mais qui permettent de mieux réagir à cette énergie négative grâce au sport et grâce éventuellement à un sport de contact comme ça, en effet, je pense que c'est très, très, très bénéfique. Mm. Une des choses dont on avait parlé, c'était le fait que dans l'aïkido, on alterne les rôles, en fait. Mhm. Celui qui exécute l'attaque, celui qui exécute la technique. Et toi, tu m'avais parlé de responsabilité. Déjà, la distinction entre responsabilité et culpabilité. Effectivement, une personne qui est à son poste, qui se fait agresser, n'est pas coupable de se faire agresser, clairement pas. Par contre, elle peut se sentir responsable de sa propre réaction et du coup ne pas devenir victime de la situation, en quelque sorte. Ben, la notion de responsabilité, elle est essentielle en management. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'engagement qu'on va avoir envers des tâches ingrates, etc. Et ça va avec la responsabilité. Je me sens responsable de la propreté du dojo, je me sens responsable de la propreté d'une rue, je me sens responsable du bien-être de personnes âgées dans un EHPAD. Voilà, ça c'est la notion de responsabilité. Alors on parle d'entreprise responsable, mais une entreprise, elle n'est pas responsable. Ça n'existe pas une entreprise. C'est l'ensemble des actes des personnes qui collaborent à l'entreprise. Donc ça, c'est oui, oui, c'est extrêmement important. Après, en effet, dans une interaction négative, alors je crois qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est la capacité aussi à la répétition. On revient à la répétition. Moi, je crois beaucoup à l'idée d'avoir des actes, comment dire, où on pourra réagir de façon peut-être automatique. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur les discriminations.
quand on a des collaborateurs qui nous posent des problèmes parce qu'ils discriminent, parce ils ont une attitude qu'on ne veut pas qu'ils aient par rapport à une femme, par rapport à, je sais pas, plein de choses, le fait d'avoir répété, d'avoir en tête quelques phrases clés, bah ça aide énormément à dénouer en effet les questions. Ensuite, en effet, c'est pas parce que quelque chose m'arrive que je suis responsable, ou même co-responsable, parce qu'on me harcèle, parce qu'on m'agresse. Et on en revient à des questions qui sont beaucoup plus génériques en société. Et en effet, ne pas se victimiser, ce qui est quand même, là on pourrait venir, une tentation un petit peu, et voire une dérive qu'on observe beaucoup quand même dans le monde du travail actuellement, où beaucoup de gens se victimisent, hein. Moi, je suis beaucoup le réceptacle de ça par mes réseaux LinkedIn, etc. Et c'est vrai, par exemple, sur mon dernier bouquin où j'ai écrit sur la kakistocratie et le fait qu'on est dirigé par des personnes incompétentes, j'insiste beaucoup sur le fait, je ne suis pas une victime de personnes incompétentes ou d'un système incompétent. Je peux l'être. Mais avant d'être sûr de l'être, posons-nous les bonnes questions. C'est peut-être un manager qui ne m'aime pas, c'est peut-être moi qui ne fais pas mon boulot. Voilà. Quand on commence à dire tous incompétents, tous méchants, tous, il faut se poser un petit peu la question. Et c'est vrai qu'on est dans une société actuellement qui a un petit peu tendance quand même à mettre la responsabilité sur les autres, sur le contexte, sur l'environnement. Et puis moi, petite victime, on le voit beaucoup sur les mises en scène des réseaux sociaux. Et c'est vrai que être ancré, être stable, être assertif, c'est retrouver ce rôle proactif et pas être dans de toute façon personne ne m'aime, je suis mal payé, mon job est nul, la boîte, voilà. Et ça, c'est, je pense, très important. Ça vient aussi d'une forme d'éducation, hein, de ne pas être élevé dans ce contexte. De toute façon, ce qu'on entend hein, des fois, des parents dire à leurs enfants, enfin déjà des petites réflexions, ces petites phrases qui vous modèlent, sans vous en rendre compte, votre attitude dans la vie. Et, et on voit que des gens, alors là on va voir les Paralympiques, c'est une mine pour ça, des gens qui ont quand même un sort qui n'est pas facile, naître sans bras, comme on en parle actuellement, avoir un très grave accident qui vous rend paraplégique et qui vont avoir cette forme de combat, de relever des défis pour se retrouver en pleine des individus et des personnes pleines, alors que, ben, ou ils ont quelque chose qui manque, hein, la notion de handicap, c'est quelque chose qui manque, ou un petit truc en plus, comme le montre très très bien le film. Ben ça, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que on le constate, le sport est toujours ce rapport au corps, est un formidable apport de non seulement d'énergie, de qualité physique, mais aussi de se retrouver pleinement. Et en effet, je ne suis pas la victime. Ah oui, il m'est arrivé un accident très grave et je ne suis pas la victime de ça. Je vais en faire quelque chose. C'est cette notion très sartrienne. Moi, je cite souvent cette phrase. Je ne te demande pas ce qu'on t'a fait, je te demande ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait. C'est la résilience, c'est le coping, faire face. C'est ensuite la résilience. Tout le monde n'en est pas capable. Hein. Attention hein, non plus à faire attention à ne pas vouloir valoriser les choses. On n'est pas tous des Superman et des Superwoman. Hein. Mais quand même retrouver cette construction de soi qui fait que je ne vais pas être toujours à me laisser oui, en position de victime. Ça. Et le sport, particulièrement les sports martiaux et l'aïkido, doivent aider beaucoup à ça, j'imagine. Je suppose, parce que je ne pratique pas. Oui. Je pratique d'autres sports et je retrouve, hein, je nage beaucoup, je retrouve ce plaisir dans les heures, enfin, des dizaines de longueurs de bassin. C'est vrai que quand je sors d'une séance de piscine, je me sens beaucoup mieux. Bah, ça, les neurosciences et toutes les sciences qui tournent autour de la biologie du corps et du cerveau maintenant nous le démontrent. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Le fait d'apprendre à sortir d'une position de victime, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas le fait qu'à un moment donné, la personne puisse avoir été mise en situation d'être victime de quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'on dit ah bah c'est de ta faute ou pas du tout ça l'enjeu. Pour moi, c'est plutôt l'enjeu de se dire effectivement comment est-ce qu'on peut construire une aptitude à faire quelque chose de positif à partir de quelque chose qui nous est arrivé et qui était potentiellement négatif. Ou même, je dirais, excuse-moi, je t'interromps, mais ou même être capable de reconnaître cette agression pour s'en aller.
Oui, Parce qu'après tout, j'ai peut-être pas envie d'être un redresseur de tort. J'ai peut-être pas envie que ce manager harceleur devienne un bon manager. Simplement, je suis capable de me tirer, d'une de dire situation. ciao, voilà, Mm, ciao, je démissionne. Et à la limite, voilà, je m'en sors par la fuite. Bah, tant oui, pis, mais au moins, le problème, c'est de ne pas être en situation de comprendre l'événement et de comprendre la situation. Et c'est ce qui se passe en cas de burn-out, c'est ce qui se passe en cas de, justement, de victimisation. On s'enferme, on devient la personne victime de ça et on mm. claque, on claque. Ouais, et pour le coup, l'aïkido explore plutôt les opportunités, les hypothèses dans lesquelles on n'est pas sur une option de fuite, en fait. C'est-à-dire parce qu'effectivement, Bien sûr, oui. on peut Mm. s'en aller, et c'est bien d'être conscient que par Ouais. moment, ce qu'il faut, c'est s'en aller. Ça, ça me paraît extrêmement clair. Mais pour le coup, à l'aïkido, effectivement, on va plus explorer les moments où soit tu peux pas t'en aller parce qu'il faut gérer la situation au moment T, soit tu souhaites pas t'en aller parce que tu veux rester en lien. Oui, mais c'est pas s'en Et aller. Alors déjà, c'est des limites de l'aïkido, du oui, judo, etc. C'est que c'est à un moment donné, avec un ça. arbitre, dans l'entreprise, on n'a pas toujours un tiers. Oui. C'est vrai que dans une situation de harcèlement, par exemple, ou de discrimination, le tiers, ça doit être le DRH, ça doit être une personne, Mm, une ligne d'écoute, mais on n'y a pas toujours recours. Alors mm, déjà, être capable d'avoir recours à un tiers qui n'existe pas, d'où oui, les codes, les rituels, la notion qui est très importante. Ça, c'est... Et une fois de plus, l'aïkido, il y a un moment, c'est une petite pièce de théâtre, ça se termine. ça se termine. Dans la vie au travail, quand je dis se tirer, fuir, Mm, bah, c'est une façon, c'est très positif, c'est une oui, façon de sortir du game tout à fait. et de sauver sa peau. Hein. Mm, Et là, c'est vraiment une limite très forte. Hein. Euh, c'est une façon de sortir du dojo. Et ouais. la notion d'arbitre, on n'en a pas parlé, est très importante. La notion de tiers au travail, elle est essentielle. Mm, C'est-à-dire d'avoir des personnes tierces qui vont vous dire tu déconnes, là tu harcèles les gens, tu leur parles mal, etc. Ça peut être des coachs, hein, ça peut mm, être un DRH, une personne qui est chargée. Et puis, en effet, qui accompagne des personnes qui, elles, sont plus en situation d'être victimes, agressées, etc., pour leur donner qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. mm. Dans l'aïkido, on n'a pas de compétition, du coup, pour le coup, on n'a pas d'arbitre. Oui, ah d'accord, ah bon, Mais, d'accord. c'est un détail, mais qui n'en est pas forcément un en termes de philosophie de l'art martial, parce que finalement, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui regarde et qui va dire stop, ceci n'est pas Ah autorisé. d'accord, Mais ça fait que la question des pairs, des gens qui sont avec toi sur le tatami, se pose peut-être encore plus, ah parce ben que clairement. si, et quand tu pratiques un art martial, si jamais comme on est tous des humains, et ben, parmi les humains, il peut y avoir aussi des gens qui ont un tempérament à se montrer agressif. Si quelqu'un fait preuve d'une excessive agressivité, ça devient aussi la responsabilité du groupe d'aller temporiser le comportement de cette personne et de dire non, là, il faut gérer autrement avec cette personne. Tu vois bien qu'elle n'est pas capable d'accueillir ce que tu es en train de donner, ça va trop vite, ça va trop fort, etc. Et donc, Donc le tiers, c'est pas un arbitre, c'est les gens qui sont c'est les ça. autres pratiquants. D'accord, mais il y a quand Ouais. même un tiers, il y a quand même des spectateurs, il y a quand Il même y a des des gens gens qui qui posent. sont Voilà. autour, Mm, qui pratiquent, et en fait, mm. on va avoir une espèce de vigilance dans le groupe qui fait que, par exemple, on peut, à cause de cette culture de la vigilance à l'ensemble du groupe, on peut, par exemple, intégrer des ados ou des enfants sur un groupe d'adultes sans danger pour l'ado ou pour l'enfant, parce que on a développé un peu cette culture de tout le monde regarde un peu, on a un peu l'œil à ce qui se passe autour de nous, à la fois pour pas nous blesser parce qu'on tombe accidentellement sur quelqu'un, et à la fois pour pas voilà, envoyer une jambe, un pied dans la figure de quelqu'un par accident non plus. Et donc, c'est vrai que ça, quand c'est bien fait, quand il y a la bonne culture qui permet cette vigilance, on arrive même avec un groupe d'adultes qui a une pratique dynamique, intégrer des enfants et ça se passe bien en fait. Mais il y a quand même au départ un maître, Mais il y a un enseignant qui est là et voilà, qui il y a aussi un garantit. enseignant, donc Ouais. qui quand même, enfin, c'est pas complètement, parce que le petit parallèle qu'on pourrait faire, alors, un peu glissant, mais c'est l'entreprise libérée, où je n'ai plus de management, de structure, de dirigeants et où je m'autogère, en Mm. fait, enfin, je fais c'est un peu rapide ce que je dis, mais, et qui en effet, quand on regarde les études d'entreprises qui se sont libérées du management et des cadres, etc., glissent vers des choses qui peuvent être un peu étonnante, où il y a des super-héros qui vont prendre le lead, où il y a des clans qui vont se former, etc.
Et oui, du coup, la notion de responsabilité, d'éthique dont on parlait au début, elle devient essentielle. Mm. Mais elle demande quand même à être éduquée et quelque part, il y a quand même quelqu'un qui est là, vraiment, alors c'est pas un arbitre au sens auquel j'entendais, mais qui a un dernier recours quand même. Oui, oui, tout à Et ça fait. renvoie à l'entreprise où le dirigeant, Mm. euh, c'est aussi la personne qui lui délivre les messages, qui est exemplaire. Hein. Mm. La notion d'exemplarité est essentielle hein, dans l'entreprise, dans le monde du travail. Ça peut renvoyer à ça. Ouais, tout à fait. Mm. Et l'histoire de la responsabilité, ça me faisait aussi penser à, pour une situation très concrète et qui est moins, moins théorique, euh, quand on a, ça peut arriver à l'aïkido qu'il y ait une blessure, c'est plutôt rare. C'est comparé par exemple à la pratique de la course à pied, il y a nettement moins d'accidents à l'aïkido qu'à la course à pied. Et pourtant, on pratique avec un facteur inconnu parce que tu es toujours avec une autre personne et tu sais pas comment elle va réagir exactement. Mais quand il y a une blessure, un des indicateurs d'une certaine maturité dans la pratique, c'est que la personne qui se blesse euh, va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son corps, comment elle a réagi, qu'est-ce qu'elle a fait qui n'était pas tout à fait la réaction la plus pertinente et qui a mené à la blessure. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser la victime, entre guillemets, de la blessure et de dire c'est de ta faute si tu t'es blessé. Mais il y a quand même, on développe au bout d'un moment une espèce de capacité à se dire, ok, il s'est passé ça, euh, il y a eu une attaque, mon corps il a bougé de telle manière et par exemple, j'ai perdu mon intégrité corporelle, j'ai laissé mon épaule partir vers l'arrière. Et du coup, je me suis déboîté l'épaule. C'est totalement hypothétique, je me suis jamais déboîté l'épaule à l'aïkido, mais on pourrait imaginer que voilà, il y a un bras qui part, on se déboîte une épaule, ça fait mal, et puis on se dit, ah là là, il m'a projeté beaucoup trop fort, c'est pas juste. Peut-être que c'est vrai, peut-être que la personne a projeté beaucoup trop fort. Néanmoins, je peux aussi, moi, en tirer leçon pour conserver mon intégrité corporelle et ne plus laisser mon bras partir vers l'arrière, même si on me projette fort. Et donc, en fait, grâce à la blessure, d'une certaine manière, j'apprends quelque chose et je me rends compte que mon corps, Mm. peut-être à cet endroit-là, manquait d'intégrité et que Mm. je peux le travailler. Donc, Mm. évidemment, on ne Mm. cherche pas à aller à la blessure, mais par contre, quand ça se produit, on peut y Mm. trouver une forme d'apprentissage, une forme de manière Mm. de progresser et même une forme de responsabilité et de se dire, OK, comment je fais pour que ça n'arrive pas la prochaine fois, en fait. Oui, oui, bon, ça me paraît être quelque chose d'important. C'est comment, en effet, je tire parti des erreurs, Mm. ça peut être valable sur, je sais pas, n'importe quoi, là, ce saut à la perche. Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas réussi à sauter aussi haut que je faisais depuis des mois et des mois. Et ça, alors, les entraîneurs, les coachs, les préparateurs mentaux aident à comprendre, en effet, ce qui a pu se passer sur un match du collectif, de foot, de basket. Pourquoi est-ce que là, on n'a pas su avoir des bons gestes? Même si c'est pas en effet de la blessure. Et dans l'entreprise, c'est cette capacité à dire, bah, il y a des erreurs, Mm. il y a eu un truc qui a été mal fait, on n'a pas eu ce dossier, on n'a pas réussi à avoir ce dossier, enfin ce client, ce budget, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, il y a quelqu'un qui est parti en vrille, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et en effet, là, le rôle du manager est essentiel, Mm. c'est-à-dire être capable de reconnaître qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, qu'une erreur, qu'un problème, qu'un dysfonctionnement ne se fait pas tout seul avec des coupables et la recherche de coupables, se mettre autour d'une table, comprendre. Les médecins le font, hein, malheureusement, en cas de gros problème. Autopsier, refroidir le problème et puis repartir sur des bases. Et là, je pense que la notion de dialogue, elle est très importante. Alors, tout seul, oui, mais plutôt la notion de dialogue et faire que ça soit aussi une forme d'apprentissage pour soi, mais pour les autres. Mm. Euh, donc, oui, oui, je pense que on le retrouve, à mon sens, quand même dans beaucoup, beaucoup de sports. Alors, peut-être que l'aïkido est plus aigu par rapport à ça, mais Mm. Du coup, juste à l'instant, tu disais, tu parlais de diversité. Et je veux bien qu'on en parle 5 minutes parce que effectivement, dans un dojo d'aïkido, une des forces et une des difficultés, c'est qu'on peut
faire venir des profils extrêmement variés. Donc tu peux avoir une demoiselle qui a 12 ans, un homme de 50 ans qui fait 90 kilos, une maman qui revient après sa journée de travail, un jeune de 17 ans qui a vachement la pêche, un homme, une femme de 30 ans qui sont en forme mais qui travaillent. Enfin, tu peux avoir énormément de diversité sur le tatami. Il peut y avoir du handicap aussi, c'est possible, hein. Des personnes qui ont l'un ou l'autre handicap peuvent intégrer de l'aïkido sans être dans du handisport, mais en intégrant le groupe de manière normale. Simplement, il y a des adaptations en fonction de comment le corps fonctionne. En fait, en entreprise, pour toi, c'est quoi la difficulté de la diversité des profils, en fait? En quoi est-ce que ça challenge les managers? Il y a plein de réponses à ça. La première, c'est les représentations, c'est-à-dire qu'on est sur des représentations, on pourrait l'être pour tous les sports, hein, de quelqu'un qui est taillé pour le challenge sportif. Quand on voit l'athlétisme, on voit bien que c'est pas la même configuration physique quand on est en saut en hauteur, en course de fond, en course de sprint, etc., lancer de marteau, etc. Donc, il y a des notions, alors là, je parle que du physique, mais il y a des représentations qu'on va avoir, en effet, de ce qui va faire un bon manager, un bon collaborateur dans mon contexte, etc. Ces représentations, elles s'appuient souvent sur du copier-coller, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça. Et en effet, on a du mal à accueillir quelqu'un de très différent, puisqu'il y a cette notion de je ne vais pas comprendre, ça va être difficile, il n'est pas fait, elle n'est pas faite pour ça, et puis de prise de risque, hein. Ça, je l'ai entendu mais 12 000 fois. On veut recruter quelqu'un pour faire du management commercial, par exemple, et puis le candidat qui paraît le mieux placé est homosexuel. La personne qui veut recruter s'entend dire, bah, tu prends tes risques. Et puis, on est configuré, notre cerveau, hein, dès la petite enfance, va plus facilement vers quelque chose qui nous ressemble que quelque chose qui est très dissemblable. Si on a grandi dans des milieux où on a fréquenté tout petit des enfants handicapés, mais en plus c'est pas facile, hein. J'ai pu voir dans des écoles, c'est pas simple, hein, naturellement, où les filles et les garçons sont égaux, où voilà, le transgenrisme ne pose pas de problème, sûr qu'on est un petit peu plus ouvert que si on a été dans des cultures très conformes. Mais la conformité, elle fait partie beaucoup de la société. Mm. Hein, vous allez dans une école de management, c'est des étudiants qui ne ressemblent pas à la fac de psycho, dans le milieu que je connais, ou des écoles d'ingénieurs. Voilà. Et sur la base de ces représentations, sur la base de qualité ou de compétences supposées, ben, on va s'agréger. Et c'est vrai que quand on regarde les milieux très conformes ou très uniformes, bah, souvent c'est plus confortable, je pense comme moi. Le coût d'entrée est beaucoup plus rapide. Euh, on est dans une forme de complicité très confortable, etc. Et la diversité, bah, c'est de la confrontation, de la controverse, quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon. On le voit dans une réunion. Tu parlais d'un sujet, je sais pas, on parle d'un sujet, tu parlais d'avoir un enfant d'un ado, une femme, mère de famille, un homme obèse, enfin, des exemples que tu donnais. Sur tous les sujets, il va y avoir des représentations différentes de l'accueil d'un magasin, de l'organisation d'une tâche, etc. Surtout s'ils n'ont pas fait les mêmes diplômes, etc. Donc, c'est ça la résistance à la diversité. Et il faut le comprendre, et il faut l'accepter. C'est pas simple. Parce que dire tous divers, l'inclusion, et le poser comme une chose morale, c'est pas bon. Il faut le poser comme une chose efficace et efficiente, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plus de créativité, il y a plus d'engagement, tout ça a été démontré, hein, il y a plus de résultats financiers, par exemple, quand il y a des femmes au board ou dans les femmes dans le conseil d'administration, ça a été démontré sur les entreprises du CAC 40, et il y a plus de créativité aussi, il y a plus de représentation aussi par rapport à une société qui est profondément, elle, diverse, mais il faut lutter contre beaucoup, beaucoup de choses qui sont, on ne peut plus ancrer dans nos schémas. Et le sport, bah, c'est quand même un lieu de grande conformité. Alors, le paralympisme même catégorise les gens, hein, de ce que j'ai pu voir, on a des formes de regroupement. Alors, c'est légitime hein, par rapport aux chances quand même de compétition, mais il y a quand même des regroupements très catégoriels. Et le sport, je répète,
voit pas des petits gens un peu gros faire du saut en hauteur et on voit pas des grandes personnes très minces faire de l'haltérophilie. Mm. Donc il y a aussi quelque part c'est divers, mais c'est pas tant divers que ça, hein. Mm. Et si l'aïkido est un des sports ou d'un des arts martiaux où on peut en effet être ensemble différents, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs, forcément. Le judo, c'est des catégories de poids. Alors, on va avoir de la diversité, je sais pas, au judo, sur la couleur de peau, mais n'empêche que c'est les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, sauf dans les compétitions mixtes, mais il n'y a pas un homme qui se bat contre une femme, hein. Et puis les catégories de poids, et puis l'âge, et puis... Donc, le sport est à la fois un bon exemple de diversité, mais en même temps, quand on y regarde un petit, enfin, comme on dit, la granularité fait que quand on y regarde de plus près, pas tant que ça. Mm. Donc, cette diversité, elle est en entreprise appelée des vœux, mais il ne faut pas le faire pour des raisons, je répète, morales, ou Mm. d'utopie, Il faut avoir des bonnes raisons de le faire, et elles existent, elles existent. Avoir des femmes, des hommes, des handicapés, des jeunes, des vieux. Là, actuellement, on a des grosses crises de recrutement. Le transgénérationnel, l'intergénérationnel est essentiel. Accepter quelqu'un qui aura un style de management pas viriliste. Enfin, sortir des clichés, sortir des représentations. Et c'est vrai que quand on travaille avec ça dans les personnes, dans les entreprises, on se rend compte qu'on est mais, complètement habité par des représentations. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager chez vous? Faites le portrait chinois, bon, on tombe toujours sur des choses qui sont étonnantes, hein, qui ne correspondent pas du tout. Et après, on se dit, bah, pourquoi? Pourquoi? Être capable des pourquoi. Et puis après, et si? Et si on essayait autre Mm. chose? Mais alors, le management actuellement est une fonction, une pratique de solution Mm. et pas une pratique de questionnement. Or, il faudrait être dans le questionnement avant d'avoir la solution toute faite. Je cite toujours l'aphorisme de Woody Allen, j'ai des questions à toutes vos réponses. Et tant qu'on sera que dans les réponses. Donc, est-ce que l'aïkido ouvre d'autres voies? J'espère, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Mais tu vois, même si tu dis qu'on peut être handicapé, même si tu dis qu'on peut être en surpoids, etc., je pense que dans les représentations, naturellement, c'est pas un sport vers lequel on va aller. On ira peut-être plus vers la natation, j'en sais rien, ou vers un autre. Ou on fera pas du tout de sport, parce que le sport est comme réservé à des gens qui sont déjà en forme. Oui, et ben, je pense que c'est après une histoire de sensibilisation, Tout à éduquer le fait. public pour, enfin là je parle vraiment d'un enjeu pour l'aïkido, pour recruter des gens avec de la belle diversité, effectivement, d'être capable de communiquer en Tout à montrant aux fait. personnes qu'elles sont les bienvenues. Mais pour répondre à ce que tu disais, est-ce que ça ouvre une autre voie? Moi, l'exemple un peu le plus classique, parce que c'est ce qui se présente le plus souvent, c'est un homme très costaud, euh, genre musculairement, et qui est grand et qui a beaucoup de force, et une femme qui va être fine et qui va avoir moins de musculature. C'est pas la seule manière dont on peut expérimenter la diversité dans l'aïkido, mais c'est probablement la plus courante. Et de mon expérience, il y a vraiment, pour la femme, je vais parler de moi quand j'ai rencontré des grands gabarits costauds, euh, ça m'a appris à être plus assertive, à m'affirmer plus, à me rendre compte aussi que ma musculature, elle n'est pas négligeable, que j'ai de la force, que je suis capable de déstabiliser quelqu'un, même s'il est beaucoup plus lourd que moi. Et du côté de la personne en face, ça lui apprend une forme d'adaptabilité, de souplesse, de disponibilité corporelle qui viendrait pas aussi vite s'il travaillait que avec des gros gabarits comme lui. Que quand le groupe est dès le début assez divers, et ben en fait dès le début on est très obligé de s'adapter parce qu'effectivement si tu rencontres, toi t'es un grand mec musclé, tu rencontres une petite nana qui fait 45 kilos toute mouillée et tu pratiques avec elle comme si elle faisait ton gabarit à toi, ça risque de pas bien se passer en fait. Et donc, pour la personne qui est en situation d'être moins puissante corporellement, elle apprend à s'affirmer, elle apprend à prendre conscience de sa force. Et pour celui qui est fort de base et qui le sait, il apprend à prendre conscience qu'il peut être plus subtil, qu'il peut être plus fin et que c'est pas moins efficace. Et ça, je trouve que c'est Alors, très, très cool. dans ce que tu dis, il y a quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà le postulat de départ d'accepter ça. Je Mm, pense que dans beaucoup, beaucoup de cas, les gens n'ont pas envie de s'affronter à des gens très différents d'eux, hein. mm, La compétition reste quand même un des grands sujets du sport, hein. Mais je pense que déjà, ça veut dire que c'est comme je disais quand on rentre dans une entreprise.
on adhère à des choses, on Mm. adhère à des valeurs, on ne rentre pas chez Total Energy comme on rentre dans une start-up ou une association d'aide aux personnes à domicile. Donc il y a déjà un postulat de départ avec ça c'est la première chose. La deuxième chose dans ce que tu dis, ben, oui, c'est très intéressant, c'est la capacité de respect de l'autre. Mm. Il n'est pas comme moi, voire il paraît beaucoup moins performant, etc. Et pourtant, je vais le respecter, cette notion de respect, et puis je vais, là aussi, postulat, enfin, conviction de départ, je vais peut-être apprendre de lui quelque chose, Oui. alors qu'a priori, je pouvais l'écraser, ça c'est essentiel. Et puis la troisième chose que tu décris, c'est cette capacité d'adaptation à l'autre, travailler avec des gens, on voit un peu la vigilité d'esprit dont on parlait tout à l'heure, mais c'est travailler avec des gens qui sont très différents de moi, qui n'ont pas les mêmes chemins. Et ça, c'est quand on parle d'innovation managériale, si je reviens au sujet, c'est très important. C'est-à-dire que ah, mais dans le groupe de travail, il y a des gens qui suivent un process comme ça, il y en a qui suivent d'autres chemins. Pourtant, ils arrivent à des résultats identiques, ou même celui qui est sorti du script, eh ben, il est plus performant. Et au lieu de dire non, il faut le ramener au script, il faut Mm. le ramener au script, lui laisser en tirer quelque chose, l'observer, le regarder faire et se rendre compte que peut-être c'est une bonne méthode si elle convient aussi. Hein. Voilà. Donc cette notion d'adhésion, de configuration, ensuite de respect, et puis de capacité, en effet, à prendre du recul, tu en parlais tout à l'heure, pour tirer des leçons, tirer des enseignements de quelque chose qui peut paraître déviant. Toute la notion de conformité de succès, quoi. Des gens non conformes peuvent être très performants et performances peuvent être Mm. très performants. Des gens très conformes peuvent être très performants. Des gens pas du tout conformes, enfin, ou très conformes peuvent ne pas être performants à force de conformité, etc. Donc, ça, c'est des paradoxes qu'on observe tout le temps dans l'entreprise. Et ce qu'il faut, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Mais Ok. c'est vrai que je pense que de ce que tu me décris, parce que je ne connais pas bien, pas du tout l'aïkido, accepter de rentrer dans une pratique d'art martial en se disant je fais 1,80 m, 90 kilos, je suis hyper musclé, je vais peut-être affronter quelqu'un qui en fait 45, j'exagère peut-être. À mon avis, c'est déjà une démarche Mm. qui n'est pas une configuration la plus courante. Hein. On va Ouais, c'est plutôt aller possible. chercher, je pense. Mm. Mais c'est en effet, après quand on l'a fait, j'imagine, c'est comme toutes les personnes qui parlent du handicap, qui parlent, je sais pas, du transgenrisme, et cette confrontée à des choses très, très, très différentes, ça peut être le cas dans l'interculturel, Mm. on en revient plus intelligent. Mais c'est quand même, la notion de curiosité peut être intéressante Mm. aussi en management. Et elle est souvent faute de temps, hein, aussi, il faut le dire. Euh, faute de temps, faute d'avoir envie de prendre des risques, on l'oublie trop souvent. Donc en effet, si on peut le cultiver à l'extérieur, ben, on peut le ramener, alors je dis à l'extérieur non professionnel, on peut le ramener après dans sa pratique professionnelle. Ça, c'est sûrement un plus. Hein. Ça serait intéressant de voir, je sais pas s'il y a eu des études de fait sur des gens qui pratiquent l'aïkido de façon très importante, Régulière. Mm. les interroger sur ce qu'ils ont pu en faire dans leur pratique, ce que ça a modifié dans leur pratique professionnelle, etc. Mm. Ça serait intéressant, ce genre Ouais. d'entreprise. Ouais, ça me ferait une bonne idée de série de vidéos Oui, à faire. oui, oui, non, mais tout D'interviews. à fait. Mm. Oui, oui, depuis que je fais de l'aïkido, Qu'est-ce qui a changé? qu'est-ce qui a changé dans mon rapport au travail? Ça Ouais. serait vraiment intéressant. Merci, très bonne idée. Est-ce que tu voudrais peut-être rappeler où est-ce qu'on peut te suivre ton dernier bouquin, ces petites choses-là, pour les gens qui voudraient peut-être aller écouter ou lire un peu plus? Alors, merci. Écoute, je suis beaucoup sur LinkedIn. Hein, j'arrive à diffuser beaucoup, beaucoup d'idées par des courts posts sur LinkedIn. C'est pas mal suivi. Hein, je crois que j'arrive à 94 000 abonnés, followers, comme on dit. Il y a toutes ces vidéos dont tu as parlé. Tu as parlé d'une chez Xerfi Canal. euh, donc, cette petite chaîne très intelligente où des experts, pas que moi, diffusent des informations sur. Et en effet, j'écris régulièrement des livres, dont deux récemment, enfin deux moins récents sur la diversité, et où je parle bien de lutte contre la discrimination vers le leadership inclusif. Hein. Il y a plein de marchepieds à passer. Et puis le dernier sur la kakistocratie, dont j'ai un tout petit peu parlé,
la direction par les incompétents. Voilà. Comment travailler dans un monde où on pense qu'on est dirigé par des incompétents ou travailler avec des incompétents. Et je termine justement par cette idée un peu contre-intuitive que l'incompétence n'est pas forcément le contraire de la compétence et que l'incompétence, ça peut être d'autres chemins vers quelque chose de bricolé, de plus créatif, de plus intéressant. On en revient un peu à cette façon d'avoir des détours pour mieux arriver au but. Ok. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci de cet échange.